Le 15 août 2025, sous le ciel gris de Nantes, la ville portuaire que Vincent Hervouet appelait autrefois le premier foyer de son âme. Des funérailles simples mais émouvantes ont eu lieu en l'église Saint-Nicolas, où il avait été baptisé enfant. Vincent Hervouet, 67 ans, est décédé subitement d'une crise cardiaque dans les studios d'Europe 1 à Paris, quelques heures seulement après avoir terminé son dernier reportage international. Sa disparition, telle une œuvre musicale inachevée, a laissé un immense vide non seulement dans le cœur des millions de téléspectateurs qui connaissaient que sa voix chaleureuse et analytique, mais aussi dans celui de ses proches. La famille d'Hervouet, ses frères journalistes Philippe et Dominique, et son épouse de longue date Marie-Louise, qui l'a tenu à l'écart des projecteurs, ont été témoins des moments les plus poignants. Le simple cercueil en chêne a été transporté dans les rues familières où Vincent avait erré pour recueillir des nouvelles dans sa jeunesse. Des larmes coulaient sur les joues de Marie-Louise, la femme qui l'avait accompagné à travers tant d'orages, serrant maintenant un bouquet de marguerites blanches, sa fleur préférée pour sa pureté simple, tandis que ses fils, qui avaient grandi à son bureau, tentaient de contenir leur chagrin dans de tendres étreintes. Les funérailles ne furent pas un faste comme celles d'autres stars des médias. C'était un sombre après-midi d'automne, auquel assistaient environ 200 personnes, principalement des collègues de LCI, Europe 1 et CNews, mêlés à des personnes ordinaires que Vincent avait interviewées pour ses reportages. Le prêtre, un vieil ami de la famille, lut la prière d'une voix tremblante. Vincent n'était pas seulement un journaliste, c'était un conteur du monde, une voix qui portait au monde la voix des peuples oubliés. À la descente du cercueil, le violon joua « Le temps des cerises », sa chanson préférée, un souvenir des jours de guerre raconté par son père, le professeur Daniel Hervouet. Le chagrin de la famille ne résidait pas seulement dans la perte soudaine de son père, mais aussi dans le regret des années passées à travailler, des longs voyages au Moyen-Orient et en Afrique, les laissant seuls dans les longues nuits. Son frère Philippe, debout près de la tombe, murmura « Il vivait pour la vérité, mais maintenant, la vérité, c'est qu'il n'est plus là. » Dominique, son frère cadet, journaliste à Nantes, serra dans ses bras le fils de Vincent, un étudiant en journalisme de 25 ans, et lui dit « Ton père nous a appris que le journalisme est une mission, mais que cette mission nous prive parfois des moments les plus précieux. L'héritage de Vincent ne se résume pas à des fortunes colossales, mais à un trésor de connaissances et d'informations qui a changé la vision du monde de millions de personnes, de son interview historique de 2008 avec le président Nicolas Sarkozy, une conversation de 4h10 minutes diffusée simultanément sur TF1 et France 2, à son analyse incisive du conflit ukrainien dans l'heure des pros sur CNews, il est devenu une voix incontournable pour le public français. Des millions de fans, des personnes d'âge mûr qui le suivaient depuis ses débuts, au Journal du Monde, sur LCI, aux jeunes générations sur les réseaux sociaux, ont envoyé des fleurs et des lettres de condoléances, transformant le au cimetière en un océan de gratitude silencieuse. Vincent n'a pas seulement apporté la nouvelle, il a amené le monde chez nous, et maintenant il l'a amené avec lui, a écrit un fan sur Twitter. L'immense tristesse a résonné de Nantes à Paris, rappelant que derrière chaque journal télévisé se cachait une personne avec ses propres blessures. Les obsèques se sont conclues par une minute de silence national
sur les chaînes d'information, où des collègues, comme Pascal Praud de Snooze, se sont étranglés. Il était notre pilier, et maintenant ce bâtiment tremble. Pour la famille. Les obsèques n'étaient pas seulement un adieu, mais le douloureux rappel d'une vie de dévouement, où la perte laisse un vide incommensurable. Marie-Louise, lors d'un rare échange avec la presse, a murmuré « Il a vécu pour tous, mais j'aurais juste aimé qu'il vive un peu plus pour nous. » C'est de la douleur de ceux qui sont restés derrière, témoins d'une légende disparaissant dans le vent d'automne nantais, laissant derrière eux un héritage immortel, mais aussi déchirant. La plus grande tristesse de la vie de Vincent Hervoué, selon ses proches et son propre journal, fut la mort subite de son père, le professeur Daniel Hervoué, en 1942. Cette perte lui ôta non seulement son premier professeur, mais marqua aussi la fin de sa jeunesse insouciante, le plongeant dans une spirale de responsabilité familiale et une carrière de journaliste difficile. Daniel, né en 1919 et décédé en 1982, à l'âge de 63 ans, était un professeur de médecine renommé au CHU de Nantes, chef de service à l'hôpital Saint-Jacques, qui consacra sa vie au traitement des patients démunis dans la France d'après-guerre. Il était non seulement le pilier économique de sa famille, de 7 frères, mais aussi une source d'inspiration pour Vincent, son 6e fils, par ses histoires de gentillesse et de résilience face à l'adversité. En 1982, alors que Vincent n'avait que 25 ans, fraîchement sorti du CFG et peinant à gérer ses premiers reportages à Radio France Internationale, la nouvelle de la mort subite de son père, victime d'une crise cardiaque, le frappa comme un coup de tonnerre. Il se souvenait dans un essai personnel de 2002. « Mon père est parti sans me dire au revoir, me laissant avec le sentiment d'avoir été arraché à une partie de mon âme. Il m'a appris que le journalisme guérit les blessures sociales, mais qu'en est-il des blessures personnelles? Cette tristesse ne s'est pas estompée avec le temps. Elle est devenue une motivation silencieuse, mais aussi un fardeau que Vincent a toujours porté avec lui, une profonde solitude. Dans les années qui ont suivi, alors qu'il construisait sa carrière à LCI et Europe 1, il est souvent retourné à Nantes pour l'anniversaire de la mort de son père, se tenant près de sa tombe au cimetière de la Bouteillerie, où les stèles sobres lui rappelaient un homme qui s'est sacrifié pour sa famille. Ses frères, Philippe et Dominique, également journalistes dans l'ouest de la France, se réunissaient souvent pour partager le souvenir de leur père, sévère mais aimant, qui leur racontait la Seconde Guerre mondiale à travers des récits médicaux qui ont sauvé des vies. Pour Vincent, la plus grande tristesse n'était pas seulement la perte, mais aussi la culpabilité de ne pas avoir pu être auprès de son père durant ces dernières années, occupé par ses premières missions au Maroc et en Afrique. Son épouse, Marie-Louise, confiait un jour à ses amis. Chaque fois qu'il couvrait une crise humanitaire, je savais qu'il pensait à son père, aux patients qu'il avait sauvés et qu'il n'avait pas pu sauver à temps. Cette tristesse s'est infiltrée dans son travail, transformant les reportages internationaux en hommages silencieux. Dans son livre de 2002, Articles de voyage, il consacrait un chapitre au père du monde, les dirigeants et les personnages historiques qu'il interviewait, mais le parsemait de souvenirs de Daniel, le père qui lui avait appris que la vérité n'est pas un couteau, mais un remède.
Devenu président de l'Association de la presse diplomatique en 2010, il organisa une conférence commémorative pour son père, invitant de jeunes journalistes à Nantes pour discuter d'éthique professionnelle, soulignant que le chagrin personnel était la flamme qui illumine la vérité publique. Mais c'est la douleur l'éloigna également de sa famille. Ses fils racontaient souvent que leur père parlait rarement de son grand-père, ne déposant discrètement des fleurs sur sa tombe que les jours de pluie. Dans ces dernières années, alors que sa santé déclinait, Vincent s'asseyait souvent seul dans son atelier, regardant Paris par la fenêtre, et murmurait « Papa, j'ai essayé de vivre comme tu me l'as appris, mais pourquoi cette tristesse ne disparaît-elle pas ?» Et c'était que la plus grande tristesse. Une plaie ouverte, jamais complètement cicatrisée, rappelant que derrière ce présentateur confiant se cachait un garçon orphelin de père, aspirant toujours à un dernier conseil du plus grand maître de sa vie. L'incident qui a changé la vie de Vincent Hervouet fut le scandale des emails de 2014. Des messages prétendument liés à la réception d'argent du gouvernement marocain pour promouvoir sa position sur la question du Sahara occidental, ont été publiés sur Twitter par Chris Coleman, une source anonyme, le plongeant de son prestigieux poste de directeur du département international de LCI au cœur d'une tempête de critiques, le forçant à faire face à des questions éthiques et à une crise d'identité durable. Vincent, 57 ans, était au sommet de sa carrière en tant qu'acteur clé de LCI, où il co-animait le Journal du Monde et interviewait une série de dirigeants mondiaux. L'incident a commencé par la fuite de courriels dans lesquels il aurait communiqué avec un responsable des services de renseignement marocains, lui proposant des services pour lutter contre le Front Polisario et le reliant à Al-Qaïda. Ces lignes, dont il a nié être pour la plupart fausses, se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, de Twitter aux tribunes de la presse française, faisant de lui, de héros de l'actualité internationale, un suspect de vente de plumes. L'incident n'était pas seulement un scandale professionnel, ce fut un séisme personnel déchirant la couverture parfaite que Vincent avait construite en 34 ans de travail. Avant cela, il était un symbole d'honnêteté, diplômé du CFG en 1980, fondateur d'Alouette en Vendée et de Radio Méditerranée au Maroc, participant à la création de LCI en 1994 et décrochant une interview historique de Sarkozy en 2008. Mais après la fuite, tout s'est effondré. Mediapart et Arrêt sur Image ont enquêté, confirmant que certains courriels contenaient des métadonnées authentiques, et bien qu'il ait affirmé que certains étaient complètement faits, d'autres modifiés aux trois quarts, l'opinion publique ne lui a pas pardonné. Il a été convoqué par le Conseil de déontologie de la presse française, a perdu sa présidence de l'Association de la presse diplomatique en 2012, bien qu'il ait terminé son mandat, et a vu les actions des sociétés liées au Maroc dont il était actionnaire, Audiovisuel International et Media South, soumises à un examen minutieux. Sa famille, et surtout Marie-Louise, a dû faire face à des appels téléphoniques anonymes et à l'attention de la presse, ce qui a poussé cette dernière, une enseignante retraitée et réservée, à prendre la défense de son mari pour la première fois. Vincent était une victime de jeux géopolitiques, pas un traître. Le changement a été si profond que Vincent a pris 3 mois de congé, s'est retiré à Nantes pour réfléchir, a relu le journal de son père
et a écrit les premières seules lignes de son livre de 2014. Ainsi va le monde, sans chef d'État à la